Bienvenue à tous. Bienvenue à cette conférence autour du panorama des centres sociaux et des espaces de vie sociale et du 50e anniversaire de l'animation globale. Donc ce moment, cette matinée, est coporté par la Caisse des allocations familiales et la Fédération des centres sociaux de France. Vous pouvez remercier aussi Vincent Lacotte et son équipe pour son accueil dans ces lieux qui permettent la tenue de cette conférence de presse, et puis on nous permettra de faire une visite à la fin de ce moment. Et puis, sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Isabelle Sancerny, présidente de la CNART, et Tariq Touarien, présidente de la FCSF. Bonjour à vous tous. Moi aussi, je souhaite vous remercier, Monsieur Touarien, ainsi que toute l'équipe du Centre social de la Maison Bleue de nous accueillir. Or, comme vous le savez, beaucoup de familles ont pu vivre des périodes marquées par de l'incertitude et des difficultés. Ce lieu d'animation est très représentatif de l'effort des centres sociaux pour maintenir le lien avec et entre les habitants du quartier. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir plus tard lors de la présentation des actions développées par le Centre social de la Maison Bleue pendant les confinements. C'est aussi l'occasion pour la branche famille et l'ensemble des administrateurs de rappeler à quel point le partenariat entre la Caisse nationale des allocations familiales et la Fédération des centres sociaux et socio-culturels de France est historique et essentiel. Historique parce que la branche famille, par le biais des CAF, sont partenaires depuis 1969. Soit 52 ans maintenant, ce qui nous permet aujourd'hui de travailler et d'agir au service des familles dans le cadre de confiance. Alors, notre partenariat est basé sur des convictions communes. Tout d'abord, celle que l'action et les méthodes d'intervention sociale déployées par les centres sociaux fondées sur le faire avec les habitants en favorisant les dynamiques individuelles et collectives constituent des leviers pertinents de la cohésion sociale et du bien vivre ensemble sur les territoires. En ce sens, les centres sociaux et les espaces de vie sociale contribuent à faciliter l'intégration sociale des familles dans leur environnement, mais aussi à déployer les politiques de la branche famille au plus près des besoins des familles et des territoires. Dans ce cadre, les 2310 centres sociaux et les 1400 espaces de vie sociale ouverts à tous les publics de tout âge développent notamment des actions en faveur de la lutte contre l'isolement, en faveur de l'accès aux droits. Alors, les résultats annuels de CNAC que nous vous présentons aujourd'hui montrent également que la plus grande majorité des centres sociaux développent des actions en faveur de la petite enfance, 90% en faveur des 7-11 ans et 80% en faveur des préadolescents et adolescents. Et vous savez, la politique jeunesse pour nous est un axe très important. Enfin, ce sont des acteurs essentiels des dynamiques territoriales locales et du tissu associatif, puisque 95% des centres sociaux accueillent dans leurs murs des associations agissant en faveur de l'insertion professionnelle, de l'emploi ou de l'éducation et des services partenaires pour informer, guider et ouvrir des droits. Or, je pense notamment à des permanences de CCAS, permanences de CAF et également des écrivains publics. Or, les résultats que nous vous livrons aujourd'hui portent sur une année marquée par la crise sanitaire. Dans des conditions difficiles, de contraintes encore plus marquées pendant les confinements, les centres sociaux ont su être réactifs et s'adapter pour maintenir certaines de leurs actions, en inventer de nouvelles et maintenir, ce qui était très important pour nous, le contact avec les habitants et les familles. Et je terminerai en rappelant que la branche famille
s'est également mobilisé durant cette période difficile pour maintenir son soutien financier aux structures d'animation de la vie sociale et pour leur permettre, grâce à leur ancrage territorial au plus proche des habitants, d'être présents à l'écoute et en capacité de proposer soutien et activités, même à distance durant ce confinement. Je vais peut-être vous laisser dire quelques mots. Merci Madame la Présidente. Effectivement, vous parliez d'un partenariat au long cours, 69. Effectivement, on a un partenariat historique entre les centres sociaux et la branche famille. Moi, j'ai envie de parler aujourd'hui de l'animation globale, puisque c'est 69, mais il y a aussi 71, qui est la prestation de services d'animation globale qui définit la façon dont on pose les choses, dont on travaille à partir d'un agrément et qui permet ensuite d'avoir une prestation qui permet d'agir sur les territoires. Et on pense que cette prestation, imaginée il y a 50 ans, en période où on était encore dans les 30 glorieuses, donc dans une période de prospérité, elle est extrêmement puissante, extrêmement résiliente. Vous parliez, Madame la Présidente, de notre capacité à nous adapter à des situations de crise sanitaire, crise économique, crise démocratique, à des enjeux nouveaux autour du numérique ou tout un tas d'autres enjeux. Pour nous, la façon qu'ont les centres sociaux de travailler avec cette notion d'animation globale, de prendre en compte, de faire un diagnostic de territoire, de définir pour un certain nombre d'années, pour 4 ans en général, la façon dont on va agir sur le territoire en synergie avec les acteurs de ce territoire, avec les habitants à la manœuvre, c'est extrêmement puissant. Ça l'était en 71, ça l'a été en 2020, 2021, et on a su, comme vous le soulignez, nous transformer, nous réinventer, basculer très vite dans d'autres modes de relations, d'autres types d'actions qui étaient nécessaires. Et ça, je crois que c'est vraiment lié à ce qu'on est et à nos façons de faire, et notamment à l'animation globale. C'est aussi lié, et vous le soulignez, au soutien renforcé de la branche famille pendant cette période. Et évidemment, nous, centres sociaux, vous en remercions. Donc, comme je disais, animation globale, une approche qui est résiliente, une approche puissante qui s'adapte à tout type de territoire. On a parlé des plus de 2000 centres sociaux. On verra tout à l'heure l'observatoire pour avoir une vision plus précise. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est la multiplicité des situations, des lieux où sont implantés les centres sociaux. Et à chaque fois, ils sont capables de s'adapter et de trouver les bonnes réponses à ce qu'on appelle le développement social local. C'est une approche singulière, c'est une approche généraliste avec quelque chose auquel on est très attaché, qui est l'accueil inconditionnel, qui est parfois questionné, mais qu'on revendique haut et fort. Et puis, cette animation globale, elle permet aussi d'être le correct baromètre, puisqu'on est en écoute large sur un territoire, on est capable de détecter bien souvent, avant d'autres, des transformations qui démarrent à peine ou des transformations plus structurantes, et on est bien souvent bien en avance sur un certain nombre de sujets. Je pense par exemple ici à Paris, les centres sociaux ont identifié très très vite la question de l'accès aux droits numériques et de la numérisation des services bien avant que ce soit pointé, parce que nous, dans nos accueils d'accès aux droits, très vite, on a vu qu'il y avait des gens qui étaient coupés des modes d'accès. Je vais pas m'attarder trop longtemps. Donc, j'ai parlé de la crise sanitaire, on a fait preuve d'adaptation, de souplesse. Et puis, je voulais parler, Madame la Présidente, vous avez parlé effectivement
de participation des habitants, de rôle sur un territoire qui n'est pas seulement un rôle social, d'accompagnement social, mais un centre, pardon, j'ai du mal à respirer avec le masque, un centre social, il a aussi un rôle d'animation de la vie collective de ce territoire, de la vie démocratique de ce territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la période dans laquelle on est, il y a des enjeux particuliers à porter autour du renforcement des questions, de réapprendre à faire débat, de réapprendre à réfléchir ensemble et à agir sur le territoire où on est. Donc, je pense que l'outil centre social est extrêmement puissant pour ça. C'est un très bel outil démocratique, peut-être un peu sous-évalué, mais d'une énorme richesse sur lequel il faut qu'on s'appuie pour être plus fort. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette introduction. Peut-être pour compléter l'introduction, je vais passer la parole à M. Nicolas Griel, le directeur de la CNAF. Merci beaucoup à tous, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je suis ravi d'être là avec vous après quelques semaines à la CNAF, quelques semaines de découverte d'une branche passionnante qui fait beaucoup de choses. Et on est ravis aujourd'hui de donner un focus sur cette fonction d'animation de la vie sociale et de partenariat très fort qu'on a avec vous et qu'on a évidemment envie de pérenniser et d'entretenir dans la période. On va entrer dans nos nouvelles conventions d'objectifs et de gestion, une nouvelle feuille de route stratégique à partir de la fin de l'année prochaine. On n'a pas commencé les discussions sur ce sujet. Enfin, je pense que sans scoop et sans volonté d'innover, il y aura un prolongement des partenariats qu'on aura ensemble et la volonté de s'inscrire dans cette durée et dans cette qualité que vous avez souligné l'un et l'autre. Il se trouve que j'étais il y a quelques semaines encore directeur général de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et que les centres sociaux, je vais prétendre à un record qui n'existe pas. Je pense que je suis parmi ceux qui en ont visité le plus. J'ai visité énormément de quartiers, financés également grâce au financement de l'ANRU. Et surtout, je peux appréhender du coup très concrètement ce que ça apporte un centre social dans un quartier. Et le fait que j'en ai visité, c'est parce que c'est intéressant à visiter. C'est aussi parce qu'en fait, quand on cherche un lieu pour se rencontrer dans un quartier, de faire une manifestation, rencontrer les habitants, rencontrer les acteurs locaux, les associations, etc., on se retrouve très facilement au centre social. C'est très logique, ça sert à ça. Et puis, c'est souvent au centre du quartier, c'est au centre du projet. Souvent, les espaces d'explication du projet aux habitants sont dans le centre social ou à proximité. Donc, il y a toute cette vie sociale qui est au cœur du projet de transformation d'un quartier, comme au cœur de la vie des habitants et de la réponse qu'on doit apporter avec ces habitants. Donc, je l'ai perçu physiquement, concrètement, dans mes fonctions précédentes et je le percevrai à coup sûr. Et je suis ravi d'être là aujourd'hui. Merci, Monsieur le Directeur, pour votre accueil. Dans les centres sociaux que je continuerai à visiter dans le cadre de ces fonctions et qu'on continuera à accompagner parce qu'il y a un vrai cœur battant. On parle beaucoup d'individualisme, d'une société qui n'a plus les mêmes valeurs, qui n'a plus les mêmes modes de fonctionnement. Ce qui se passe depuis 2 ans peut-être renforce même quelques traits de ces évolutions de la société plus ou moins positives. Enfin, il n'y a pas de jugement à porter, mais enfin voilà, les centres sociaux ont cette fonction de collectif, cette fonction de mariage de valeurs aussi, et puis de professionnalisme, d'expertise, de mariage de bénévolat, d'une expertise salariée, de l'expertise aussi des usagers, des habitants. Et donc tout ça, c'est des espaces qui concourent à ça. Alors on y participe très fortement avec une logique de partenariat très pérenne et très ancrée avec vous, avec une entrée dans le cadre de la Convention d'objectifs qui était la nôtre, qui nous guide encore jusqu'à la fin de l'année 2022, qui était de développement. De développement, 2300 centres sociaux, 1400 espaces de vie sociale. C'est un chiffre qui augmente, qui continue à augmenter, et avec une focale qui fait quoi à ce que je disais précédemment, sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec un enjeu d'accompagnement de structures nouvelles dans les quartiers non encore couverts. Et si tous les projets vont à leur terme, et on est bien parti pour ça, c'est près de 250 structures complémentaires qui auront été développées dans ces 4-5 années de la COJ dans les quartiers prioritaires, ce qui n'est vraiment pas négligeable dans la période dans laquelle on est. Et donc, à la fin de cette période, il n'y aura plus que 130 QPV sur les 1500 qui ne seront pas couverts stricto sensu encore par une structure, mais qui auront vocation à le devenir pour la suite, on en est certain. Mais ça prouve un ancrage qui n'a fait que se renforcer, y compris très puissamment dans la période récente. Et donc, je pense que ça dénote d'un partenariat de qualité, d'un accompagnement de qualité, et le rôle que vous avez au niveau national pour fédérer, organiser, structurer, partager l'expertise est essentiel. Donc, on continuera avec plaisir à vous accompagner dans cette dynamique. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction très complète.
Pour la suite, nous vous proposons maintenant de passer par une présentation des résultats à deux voix avec Éric Desrosiers de la CNAF et Cécile Coulon, qui est coordinatrice nationale CELAC, autour de l'Observatoire. Pour illustrer cette coopération entre nos deux réseaux, coopération un petit peu inédite quand même entre une caisse nationale, une branche famille, et puis un gros réseau d'éducation populaire. On a souhaité vous présenter les premiers résultats de notre observatoire. Donc cet observatoire qui s'appelle CENAX, Système d'échange national des centres sociaux, qui s'est élargi aux EVS ou VL. Cet observatoire sert à montrer l'activité des centres sociaux et des EVS. Et ce n'est pas évident parce que quand on interroge, on l'a fait via notre site internet cap.fr encore l'an dernier, les gens ne comprennent pas forcément que dans une MJC, qui peut être centre social, il y a une part d'agrément de la CAF, que dans la maison pour tous de leur quartier où leurs enfants vont, là, c'est un centre social. Ça doit être un espace de vie sociale. Donc, derrière ce vocable, on avait la nécessité de montrer le rôle de la branche famille et cette coopération avec la Fédération d'éducation populaire et la CSF en lien de la politique de l'animation de la vie sociale. Et puis, ce qu'on souhaitait aussi avec cet observatoire, et objectif qu'on partage également, c'est pouvoir mesurer l'impact. Mesurer l'impact de ces structures, l'impact sur les territoires, comment ça transforme une ville. Ici, dans un quartier rénové, on a pu discuter avec le directeur du centre. Ce centre a une histoire sur son quartier. D'ailleurs, le projet était avant une antenne d'un centre social CAF. On voit aussi la part de l'histoire dans ces murs qui ont été transformés. Donc, c'est mesurer l'impact de ces équipements sur les habitants, parce que les habitants, on en a croisé, sont vraiment à la manœuvre dans ces structures-là, transforment leur vie, transforment la vie de leurs voisins, transforment la vie des habitants, la vie du quartier. Donc, c'est aussi un de nos objectifs. Avec Cécile, on y reviendra. Et puis, l'autre objectif qu'on partage, c'est pouvoir animer un réseau. Vous êtes à la Fédé des centres sociaux, en co-animation aussi de Fédé à travers les départements et les régions. On a ce rôle d'animation avec les caisses d'allocation, la caisse d'allocation familiale, et pouvoir créer un observatoire commun. C'est un bel outil aussi de partage et d'animation de réseau. Alors, pour souligner ça, je voudrais revenir sur deux points qui sont vraiment des innovations. Ce n'est pas habituel pour nous, je parle côté branche famille, d'avoir ce niveau de coopération. C'est-à-dire de partager avec une fédération d'éducation populaire un outil commun, de se mettre au même niveau. Et donc ça partait d'une expérience, ce qui était innovant, c'est qu'on partait d'une expérience locale. Donc CENAX, ça vient de CERAX. CERAX, c'était le système d'échange rhône-alpin des centres sociaux. On l'a simplement nationalisé, mais nationalisé sans l'écraser et en faisant porter cette innovation et son développement justement par le local. Et donc, c'est l'illustration de Cécile qui présentera. On est à ce moment-là sur un système régional qui va diffuser dans les autres régions et dans le respect de ce qui se passe et des dynamiques locales. Donc, ces deux innovations, on voulait vraiment les mettre en avant. Branche famille, fédération d'éducation populaire, et puis une expérience locale qui est portée par le local dans la diffusion et le respect des dynamiques régionales et départementales. Donc, ça s'est fait par étapes. On a démarré, on est tous en train de fêter les anniversaires. On aura l'occasion aussi de souffler des bougies l'an prochain. On sera sur les 10 ans de la création de CENAX, parce que c'était issu de notre grande circulaire de 2012 qui venait asseoir cette politique d'amélioration de la vie sociale. Donc, on a cheminé 2012, on arrive en 2017 à la généralisation pour tous les centres sociaux. Et puis, depuis 2018, on l'a élargi aussi aux espaces de vie sociale. Donc, on le fait vraiment par étapes. En ce moment, c'est un petit peu difficile aussi d'animer dans les territoires par les déplacements. Mais bon, on a su aussi rebondir sur ça et tenir chaque année cette étude quantitative et qualitative. Vous verrez dans les témoignages aussi des centres et des espaces de vie sociale. Pour donner à voir ça. Je vais te laisser dérouler un peu plus. Merci Eric. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Coulmin, en charge de cette coordination justement de l'Observatoire CENAX et de ce système d'échange. Donc, je suis en effet physiquement
en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est de là que se co-coordonne, pardon pour le néologisme, cet observatoire. Aujourd'hui, je vous propose en effet de revenir sur cette photographie annuelle que permet l'Observatoire. C'est donc une photographie annuelle constituée, consolidée à partir d'un recueil statistique précis, minutieux auprès de chacune des structures, centres sociaux et EVS du réseau, qui permet vraiment de consolider ce panorama d'ensemble des réseaux, centres sociaux et EVS. Et de qualifier de fait la vitalité de l'animation de la vie sociale sur les territoires. Cette année, évidemment, est un petit peu particulière. Les indicateurs sont évidemment construits de façon concertée entre la CNAF et la Fédération nationale des centres sociaux. Ces indicateurs, il y a toujours une structure socle, évidemment, sur les données de structure, les données d'organisation et les données d'action et évidemment d'usagers, de personnes touchées. Cette année, au vu du contexte sanitaire, il a fallu évidemment aussi réactualiser et adapter aussi cet observatoire. C'est l'adaptation qui est un petit peu le fil rouge de cette année Covid. Donc cet observatoire va aussi permettre de rendre compte et de qualifier de la capacité dont les centres sociaux ont pu aussi consolider et réinventer les formes de maintien du lien social sur les territoires, je dirais, pour le qualifier un petit peu par d'autres moyens. C'est-à-dire que les centres sociaux, évidemment, et les EVS ont pour cœur de métier, évidemment, l'accueil inconditionnel, tel que vous l'avez rappelé. Là, évidemment, la crise sanitaire a aussi ouvert ce lien social hors les murs. Et donc, les données que je vais présenter vont venir le qualifier. Simplement, peut-être pour vous donner un petit peu les entrées et la façon dont justement l'Observatoire donne à penser l'action des centres sociales et des EVS, des centres sociaux, pardon, et des EVS. Cette action, elle se traduit en fait autour de 3 grands objectifs. Le premier, c'est évidemment le maintien et la consolidation de la cohésion sociale sur les territoires. Le deuxième, évidemment, enjeu et objectif dans lequel s'inscrit ces structures de l'animation de la vie sociale, c'est évidemment, et pareil, vous l'avez rappelé, l'accompagnement à la transition des territoires, c'est-à-dire d'aller capter, ressentir en contact direct avec les habitants les transformations qui s'opèrent et comment les centres sociaux et les structures de l'animation de la vie sociale peuvent accompagner ces transitions. Et enfin, de manière contemporaine, très moderne, avec des structures qui sont connectées avec les enjeux de leur époque, qui sont en capacité de mener aussi de l'innovation sociale. Donc, ce sont un petit peu ces 3 objectifs qui constituent le fil rouge aujourd'hui de l'Observatoire des centres sociaux et de ce qu'on cherche à venir qualifier et outiller. Donc, je vous propose là une présentation assez synthétique des principaux chiffres de l'année 2021. Donc, on raisonne toujours à N-1, année N-1, donc on est sur des données capitalisées en 2020. Je vais vous proposer les principaux chiffres. Vous retrouverez évidemment notamment les dossiers qui vous ont été remis, l'intégralité et le détail des données collectées cette année. De manière générale, les centres sociaux et les espaces de vie sociaux, ce sont 2,8 millions de personnes qui sont touchées par l'action des centres sociaux, qui les fréquentent de manière régulière ou plus ponctuelle. Mais de manière générale, on est sur 2,8 millions d'habitants. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé aussi pendant cette crise sanitaire, et notamment avec un focus assez spécifique sur les périodes de confinement, qui ont en effet forcément impacté, comme toute structure et évidemment tous les tissus économiques et sociaux de France, l'activité. Les centres sociaux qui, pour bien d'entre eux, ont dû évidemment fermer leurs portes, soit complètement, soit partiellement, ont quand même réussi à maintenir un contact continu auprès de 529 000 personnes. Souvent, évidemment, en orientant la focale auprès des personnes isolées, des personnes fragiles, mais aussi avec un effort vraiment maintenu auprès des familles, notamment dans l'accompagnement à la scolarité et à l'animation périscolaire,
souvent par la voie numérique. Et également, les centres sociaux ont renforcé le soutien aux réseaux de solidarité tels qu'ils ont pu se constituer. On pense notamment à des ateliers de confection de masques, à la distribution de paniers de denrées ou de matériel. Donc il y a vraiment eu un réseau finalement hors les murs qui s'est constitué et d'ailleurs qui se traduit bien, et notamment sur le site des espaces de vie sociaux, par aussi une activité hors les murs qui s'est fortement redéployée. Pour les centres sociaux, ce sont 21 heures hebdomadaires en moyenne qui sont consacrées justement à aller vers les habitants. Et ce chiffre, on le retrouve également pour les centres sociaux. Voilà, de façon assez synthétique pour la période crise sanitaire et spécifiquement le temps des confinements. Pour redonner quand même un horizon large sur la couverture territoriale des centres sociaux, et vous l'avez rappelé dans les différentes introductions, les centres sociaux, ce sont 2310 structures, et les espaces de vie sociale, ce sont 1400 structures à l'échelle de tout le territoire national, avec des structures qui sont implantées de façon assez fidèle finalement à la répartition et à la densité démographique française. Et peut-être pour le souligner, les centres sociaux sont davantage implantés dans les territoires à dominante urbaine, tandis que les espaces de vie sociale viennent faire un petit peu le pendant de l'animation globale, plutôt dans les territoires ruraux. Il est à noter, et ça a été rappelé par M. Bivel, qu'il y a un fort déploiement continu, maintenu justement de ce réseau, avec un accent qui est porté dans les territoires justement peu dotés en équipement. Et donc, je me permets cette année de pointer un peu plus précisément les territoires d'outre-mer, où en l'espace de 3 ans, on a quasiment une centaine de structures qui ont éclos justement dans ces territoires, particulièrement Martinique, Guyane, Guadeloupe et La Réunion. Et donc ça, ce développement se perpétue et en effet continuera dans les années à venir. Les structures d'animation de la vie sociale, c'est évidemment aussi des acteurs, en effet, qui, en plus de participer à l'animation des territoires, finalement, constituent aussi le tissu socio-économique de ces territoires et représentent à l'échelle de tout le territoire national plus de 65 000 salariés. Et enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon 2021, je parlais en début de propos de l'implication des centres sociaux et des EVS pour accompagner les transitions de territoire. Je pense aux transitions démocratiques, aux transitions écologiques, mais aussi aux transitions numériques. Et ces transitions sont notamment accompagnées sur l'appui à la création de projets d'habitants et le soutien aux initiatives portées par les habitants. Et malgré une année complètement percutée par la crise sanitaire, on est quand même à 5 900 initiatives qui ont pu être soutenues et qui ont pu voir le jour grâce à l'appui des structures de l'animation de la vie sociale. Ces initiatives, mais aussi cette animation globale portée par les structures de l'animation de la vie sociale, je pense qu'il est à noter, est aussi évidemment soutenue par un tissu d'engagement bénévole très très fort, avec 150 000 bénévoles qui sont impliqués de façon très régulière dans l'animation de ces réseaux. Et pareil, pour peut-être finir de pointer un fait marquant, l'année Covid n'aura pas entaché cet engagement des bénévoles. Je vous remercie. Merci à tous les deux pour ces données chiffrées. On va vous proposer de passer un témoignage pour aller au-delà des chiffres avec Vincent Lacoste, qui est directeur du centre social qui nous accueille et qui va illustrer comment vous avez pu répondre présent auprès des habitants pendant la crise Covid et puis également comment vous agissez en matière de transition écologique et démocratique. Oui, alors pour nous aussi, c'est vrai que cette pandémie, ça a bousculé les habitudes. On a eu un premier confinement où nous étions tous chez nous et nous n'avons pu maintenir le lien qu'à travers le téléphone avec beaucoup d'adhérents, surtout les seniors qui étaient isolés, qui se retrouvaient seuls chez eux, parfois avec une problématique comme la famille qui est au pays, mais
on n'a plus la carte pour les appeler, donc c'était vraiment très problématique et anxiogène pour eux. Et puis à partir du 12 mai, nous avons eu une réouverture et là, nous nous sommes adaptés au fil des directives gouvernementales, puisqu'il y avait parfois des jauges imposées, parfois la non-possibilité d'accueillir certains publics. Et donc, nous avons jonglé entre des animations maintenues à la Maison Bleue, du développement hors les murs pour pouvoir, dans l'espace public, continuer des actions, et puis le distanciel avec le numérique. Et pour ce faire, on a développé beaucoup d'interventions chez les habitants afin de les aider à mieux utiliser tous leurs outils, que ce soit le téléphone portable, que ce soit l'ordinateur. Donc, j'ai envie de dire, pour nous, ça a été un jonglage permanent, mais le leitmotiv, c'était de poursuivre nos actions et continuer à avoir ce lien avec les habitants parce que, comme chacun d'entre nous, je crois qu'on a tous eu peur, on ne savait pas trop où on allait. Et ce qui était très important pour les habitants, c'était qu'on puisse se retrouver et revivre ensemble des moments conviviaux. Voilà. Et puis, concernant donc, la mobilisation des habitants, c'est vrai que nous développons beaucoup d'actions. Je pense que les centres sociaux ont la capacité de mettre en confiance les habitants et on peut s'exprimer librement et dans le respect. Et par exemple, l'été dernier, nous avons organisé 4 banquets citoyens. Donc, ça veut dire que nous amenions des tables, des chaises Barnum dans l'espace public et nous faisions des discussions ouvertes sur les sujets qui pouvaient préoccuper les habitants. Alors, nous avions fait le choix d'intervenir à différents moments de la journée pour pouvoir capter aussi différents publics. Et puis, cette mobilisation d'habitants, je pense que ça a interpellé la mairie du 18e, puisque nous sommes ici sur un territoire zéro déchet. Et ils nous ont choisis pour animer auprès des habitants et informer et prévenir des habitants pour que ce territoire donc, puisse avoir moins de déchets, concrètement. Voilà, après on a pas mal d'autres sujets, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter lors de la visite. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, pour la suite, on avait un témoignage qui était prévu de Yves Nives, qui est directeur d'un centre social dans le Nord, et puis à la suite d'un impondérable lié à la SNCF. Il n'a pas pu se libérer, en tout cas, il ne pouvait pas être à l'heure. Donc, il m'a proposé de nous envoyer un petit texte qui permet de présenter l'exemple de son centre social dont je vais vous donner lecture. Donc, le centre social AGR est une association qui est implantée sur la communauté d'agglomération de Cambrai, qui est la communauté d'agglomération de Cambrai, la moins peuplée du département du Nord, mais c'est aussi la plus étendue. Elle fait 358 km². La communauté d'agglomération de Cambrai est la plus rurale du département. Un tiers de la population vit en milieu rural, 48 communes de moins de 2000 habitants, et la ruralité qui se reflète plus largement sur un tissu économique avec des emplois qui sont très liés au milieu agricole, au milieu artisanal et des industries agroalimentaires et un réseau assez dense de PME et de PME. L'association intervient sur un projet de territoire regroupant 13 communes rurales en 2021 pour 7400 habitants. La plus grande commune est composée de moins de 1800 habitants et les mots-clés du projet social sont coopération, initiative, proximité. C'est 800 adhérents en 2019 avant la crise sanitaire. L'association a donné à son 3e projet social sur le territoire avec la question du numérique depuis 2016. Le projet numérique a été déployé avant tout pour permettre aux habitants de bénéficier d'une continuité de l'accès aux droits, avec des points de numérique CAF et de la MFA par exemple, et de permettre aux habitants de devenir plus autonomes sur Internet. Nous avons mis en place des modules et des parcours numériques avec des contenus afin d'amener une plus grande autonomie de l'ensemble de nos adhérents et d'accompagner les usages du numérique et également une auto-évaluation sur une progression sur des modules ajustés. Il s'appuie aujourd'hui sur 2 conseillers numériques et une chargée de projet numérique. Les actions sont déployées dans 8 communes de manière hebdomadaire. Avant la crise sanitaire, c'était plus de 80 personnes qui bénéficiaient des actions, dont une 60aine de seniors. Avec le temps, des ateliers sont devenus aussi des espaces de rencontre, de lien social, une bulle d'oxygène, comme le disent certains de nos adhérents.
Lors du premier confinement, nous avons appelé tous les adhérents de plus de 55 ans pour savoir comment ils allaient et s'ils avaient besoin d'aide. Sur le numérique, entre autres. La plupart de ceux qui venaient aux ateliers nous ont dit avoir appelé un tel pour prendre de nouvelles connaissances ou pouvoir dépanner d'autres dans certaines autres circonstances. De ces habitants de villages dépendants qui ne se connaissaient pas se sont tissés des liens grâce au centre social. Aujourd'hui, nous avons 2 bénévoles issus des premiers ateliers qui accueillent des grands débutants sur des ateliers qui sont dédiés. Un projet de Repair Café est en train de faire son chemin pour accompagner ces ateliers. La question qui nous tarabusque pour l'avenir des projets de conseillers numériques après 2022 et plus généralement l'intégration du numérique dans le droit commun dans le centre social comme relais, point d'appui de proximité dans l'accès au droit, ainsi que la place du numérique dans la fonction accueil avec les nouveaux modes de communication des habitants, comment les choses vont pouvoir se tisser notamment à l'accueil. Voilà pour les témoignages, désolé, mais un peu moins vivant qu'il aurait pu l'être avec la présence de Inès. Pour poursuivre, vous proposez d'avoir peut-être un premier temps de point d'étape sur les questions que les personnes dans la salle ou avec nous en visio pourraient avoir et sur lesquelles on pourrait apporter quelques éléments de réponse avant de passer sur un témoignage filmé en Outre-mer. Virginie, messieurs, dames, dans la salle, si vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez avoir des compléments. Peut-être on enchaîne avec le film et puis ça permet effectivement de continuer à peaufiner s'il y avait des questions. Alors, le film qui va vous être présenté a été tourné très récemment dans les jours qui viennent de passer en Outre-mer, puisqu'effectivement, comme ça a déjà été illustré, l'action des centres sociaux et des EDS s'illustre au-delà de l'Hexagone. Nous avons pu tourner un reportage, malgré les conditions, qui permet d'illustrer la manière dont les centres sociaux et les EDS agissent en Guadeloupe. C'est agréable de souligner l'implication et l'engagement du monde associatif dans le développement de la politique d'animation de la vie sociale. C'est l'animation de la vie sociale avec des axes très clairs en termes de politique, de cartographie des équipements, en termes aussi d'engagement des collectivités locales dans ce processus qui vise à favoriser la cohésion sociale dans les bassins de vie. L'engagement des bénévoles est à souligner également, et tout cela est de nature à permettre de développer l'action concertée avec les habitants sur tous les territoires. Depuis 2013, nous avons commencé par le lieu d'accueil enfants-parents et le RAM, le relais assistante maternelle, qui actuellement est devenu le relais petite enfance. Et ensuite, nous avons répondu à des appels à projets de la CAF. Les parents se sont adaptés au projet et ont adhéré surtout au projet. Et nous avons été reconnus comme tels après par la CAF sur le terrain. Et nous sommes devenus établissement de vie sociale. Le club était là bien avant moi, en 1932. Et, moi, je suis arrivé en 2007 en tant qu'agent de développement sportif. Et chemin faisant, on a développé des actions qui collent aux besoins du territoire. On était club de basket quand je suis arrivé et on a basculé vers l'inclusion sociale par le sport. Et on a été obligé de se rendre compte qu'on ne peut pas faire de sport avec les jeunes sans y inclure les parents et la population en règle générale. Donc, on a travaillé en ce sens jusqu'à l'obtention du label Espace de vie sociale en 2018. Et on a continué à développer les actions pour être agréé aujourd'hui centre social. Et c'est tout un travail qui est mené justement pour accompagner les familles, à échanger d'abord entre eux, à trouver des réponses, parce que les réponses ne viennent pas seulement des professionnels, mais le fait de créer ce réseau parents à l'intérieur même de l'institution, c'est de permettre aux parents aussi de trouver des réponses entre eux-mêmes. Nous, on est partis du terrain. Nos actions ont été reconnues, on nous a accompagnés et aujourd'hui, c'est plus d'offres culturelles pour les jeunes, c'est plus d'accompagnement des familles, c'est plus de développement d'initiatives de la part des habitants, c'est plus de solidarité, c'est plus de lien social, tout simplement.
conclure, je vais passer la parole à Hugo Bartalet, qui est délégué à la Fédération, délégué national à la Fédération des centres sociaux. Oui, bonjour à tous et toutes. Très heureux de clore cette petite fenêtre qu'on a ouvert ensemble, CNAF et FCSF, il y a maintenant 50 ans, avec cette politique publique qui est celle de l'animation de la vie sociale. J'avais envie, pour clore ces quelques lignes, de partir un peu en arrière et de vous citer ce que le président de la Fédération nationale des centres sociaux de l'époque, qui était Henri Théry, avait prononcé juste après la création des centres sociaux, la création de la prestation de services, coordination et animation globale. Il ne s'agit pas seulement de guérir ou de prévenir des maux, il faut promouvoir un plus et un mieux en permettant aux individus et aux groupes de se promouvoir eux-mêmes, de se prendre en charge le plus possible, de s'insérer activement dans la société, d'y affirmer ce qu'ils ont d'original, donc d'y conquérir ou d'y défendre leur identité, d'y prendre des responsabilités. Il semble que 50 ans après, ces mots résonnent encore fortement avec l'actualité qu'on vit, avec l'actualité aussi qui renforce, je crois plus que jamais, le rôle qu'ont les centres sociaux aujourd'hui sur les territoires. Un rôle notamment pour préserver le lien social, pour être un ciment du vivre et du faire ensemble, face parfois aussi au discours de refus et de peur de l'autre, que la crise sanitaire a aussi beaucoup alimenté. Et on sait qu'on a aujourd'hui collectivement une responsabilité à retisser de la confiance entre habitants sur les territoires, mais retisser de la confiance aussi avec l'ensemble des institutions. On a beaucoup parlé pendant cette conférence de presse du rôle important qu'avaient les centres sociaux sur le territoire en termes de travail partenarial, en termes de lien vraiment aux habitants, en termes de soutien, par exemple, à la parentalité, et le rôle fort qu'on a joué ensemble ces dernières années dans le développement notamment de nouvelles structures. On pense en particulier au territoire d'outre-mer et au quartier politique de la ville. À l'aune d'une future COG, il nous semble qu'on a maintenant un défi ensemble à pérenniser aussi ce que sont les centres sociaux et probablement plus que jamais à élargir le socle de ce que permettent les centres sociaux. Avec cette formidable, j'ose dire, politique publique qui est celle de l'animation de la vie sociale, on permet à des structures, on permet à des habitants sur les territoires, appuyés par des professionnels, de prendre cher, entre guillemets, et de prendre la réalité sur les territoires en main. Aujourd'hui, avec les nouveaux défis, je pense en particulier aux défis démocratiques, aux défis du numérique, aux défis de la transition écologique, on a sûrement à travailler ensemble à comment ces structures peuvent renforcer ce socle-là. C'est un socle qui doit être aussi une des conditions pour renforcer ce que permet l'animation de la vie sociale sur les territoires. Enfin, je voulais évoquer peut-être un hommage, si j'ose dire, sur cette conférence de presse, un hommage aussi à l'ensemble des professionnels et des habitants qui sont mobilisés au quotidien dans un contexte qui est parfois lourd. Et je crois qu'on a aussi une responsabilité ensemble à garantir des cadres contractuels qui font que la direction d'un centre social, la présidence d'un centre social sont d'abord au quotidien sur le territoire, en écoute active, en développant des projets, et pas au quotidien enfermés au fond de leur bureau à remplir les dossiers, même si c'est aussi important et qu'il ne s'agit pas non plus de tomber dans la caricature dans ce que j'évoquais. 50 ans, j'ai envie de dire, ouvrons notre demi-siècle ensemble à l'approche de ces fêtes pour continuer ensemble, CNAF, Fédération des centres sociaux de France, les autres structures aussi, on pense, de l'animation de la vie sociale qui sont engagées parce que c'est un travail coopératif. Continuons ensemble à promouvoir cette politique publique au service de l'intérêt général.